Plus j'ai porté mon message, on va dire, plus je me suis sentie légitime. Sans ça, l'entreprise, elle aurait pas le succès qu'elle a aujourd'hui. C'est ça qui fait le gros du chiffre d'affaires. Malgré tout, on est tellement matrixé en fait par les réseaux sociaux, principalement Instagram, qui nous ramène le plus de trafic. C'est pas donné à tout le monde, mais à la fois tout le monde peut le faire. Bonjour Romane, Bonjour. merci beaucoup de nous accorder de ton temps. Je suis ravie de te recevoir chez Affect Media dans nos nouveaux bureaux. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit ces bureaux-ci en vidéo, donc voilà. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux te présenter? Alors donc je m'appelle, Romane, j'ai 32 ans et j'ai fondé, 2 entreprises à Rennes, 2 boutiques en ligne, une boutique en ligne éco-responsable et un e-shop, de vêtements. C'était pas du tout ma destinée, parce qu'à la base, je suis infirmière puéricultrice. Voilà, donc vraiment, rien à voir et j'ai lancé ça en 2018, donc ça va faire 7 ans, ouais. Et comment t'es tombée dedans? En fait, c'est un peu par hasard, en gros, quand je me suis installée en ménage après mes études, je me suis rendu compte que ma poubelle, se remplissait très, très vite et j'adorais tout ce qui était organisation, budget et cetera. Donc au début, j'ai vu ça un peu par ce prisme. Je me suis dit: «Comment je vais faire pour baisser en gros mon poste de dépenses?» Que je me suis rendu compte que c'était beaucoup de jetables en fait, tout simplement qui composaient le budget courses, on va dire. Et du coup, je me suis lancé un petit défi de remplacer tout ce que je pouvais dans ma maison et à ce moment-là, il y avait, très peu d'alternatives lavables en fait, il y avait la Biocoop qui proposait quelques trucs, mais c'était pas forcément beau, c'était pas forcément agréable à utiliser les matières, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais faire mes propres, créations et ça s'est fait comme ça. Ok, super. Ouais. Tu étais créatrice de contenu avant? Non et c'est vraiment venu avec le temps parce qu'au début je montrais pas mon visage, C'est vrai. mais je mettais même pas ma voix, enfin, j'étais moi-même consommatrice, des réseaux sociaux, mais pas une personnalité en tout cas qui était assez à l'aise pour, se mettre en avant et cetera. Donc ça s'est vraiment fait un peu malgré moi. Et quel a été le déclic pour que tu acceptes qu'on te voit un peu plus? Bah, ça a mis plusieurs années, hein, ça a mis, 3 ans. J'avais déjà une petite communauté sur Instagram. Au début, j'ai mis ma voix et après je me suis rendu compte que les gens, ils étaient contents un peu d'identifier qui y avait et en fait, après, plus j'ai porté mon message, on va dire, plus je me suis sentie légitime, je pense, de me montrer et de l'assumer, quoi. Aujourd'hui, tu as 58 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Ouais. Comment tu la nourris et quelle est ta relation avec ton audience? Alors, enfin, ma communauté personnelle, elle s'est fait un peu après, on va dire. La première communauté que j'ai construite, c'est sur ma boutique en ligne, Les Cotons de Romane, où on est plus de 200 000 maintenant et je pense que ça a permis que les gens, ils identifient un visage sur les réseaux sociaux et du coup, quand après j'ai voulu lancer un compte, sur l'entrepreneuriat, bah, en fait, ça s'est fait, très naturellement. J'avais déjà beaucoup de personnes qui me posaient des questions, parce que ce qui intéresse les gens, c'est de savoir comment une infirmière est passée de créatrice à vraiment chef d'entreprise avec des salariés et cetera. Donc en gros, ça s'est fait comme ça et puis après, il y a eu la niche de la mode où en fait, j'adorais ça. Mais c'est une niche qui est tellement saturée en fait sur les réseaux sociaux que, je j'osais pas et puis au fur et à mesure, voilà, je me suis lancée et après j'ai commencé à publier régulièrement et ça a pris, tout seul, quoi. Et comment tu fais pour te démarquer justement face à la concurrence? Je pense que le plus que j'ai, c'est que les gens, ils voient une double casquette, enfin, ils me suivent autant pour l'entrepreneuriat que pour, la mode. Et du coup, je vais pas poster que des looks. Enfin, en story, je vais parler de plein de trucs, de réflexion personnelle, de la vie d'entreprise, de la réalité aussi, parce que les gens se rendent pas toujours compte derrière les réseaux sociaux, en fait, bah, malheureusement, des sacrifices qu'on doit faire, et cetera. Et je pense que c'est ça qui a plu, c'est le fait qu'ils aient pas juste une personne qui poste, des looks ou quoi, ou qui essaye de vendre un produit. C'est vraiment, un échange. Enfin, je parle avec des gens tous les jours, donc Ouais, tu vraiment super proche de tes abonnés. C'est pas ouais. juste ils sont là et puis, tu leur donnes de l'information et puis Complètement et je pense que les gens voient aussi que j'ai une vie, qui est pas déconnectée de la réalité. mmh. Et ça, dans le monde de l'influence, bah, malheureusement, dès que ça commence à prendre, en fait, on voit bien que les gens, ils s'enflamment un peu. Ouais. Enfin, voilà, tout de suite, on est dans des proportions qui sont pas normales, en fait. Tu travailles ou tu fais des collaborations avec des d'autres influenceurs? Alors avec des marques, oui. Avec d'autres influenceurs, pas tant que ça. C'est un monde qui est quand même assez fermé. Donc D'accord. maintenant, moi, je commence à avoir quelques copines influenceuses, mais ça reste à la marge. Avec des marques, ouais, ça fait déjà plusieurs années, ouais. Tu peux nous en citer quelques-unes? Ah, il y en a plein. Alors, bah, j'essaye de bosser avec pas mal de marques, françaises comme, Bocage, Maison 123, Balzac, enfin voilà des belles marques. Globalement, je prends que des marques où je suis en accord avec, l'éthique, de travail, de Ouais. production et cetera. Enfin, globalement, parce que bon, des fois, on n'est pas toujours au courant, enfin Ouais, voilà, tu on a des beau bonnes essayer de se surprises. renseigner, bon, voilà. Mais ouais, c'est des marques avec lesquelles je bosse, régulièrement depuis des années et c'est ça qui est cool aussi, quoi. De créer du lien avec ces marques-là, quoi. Et ça a pris combien de temps pour que tu fasses la transition entre ton travail d'infirmière et ton activité professionnelle que tu as? 3 ans, parce que pendant 3 ans, j'ai cumulé les 2, donc je bossais 60 heures, par semaine, enfin, c'était un rythme acharné. Mais en fait, je bossais en protection de l'enfance et j'étais tellement, passionnée, en fait, par ce que je faisais
que j'avais pas forcément envie de quitter mon travail non plus et qu'à la fois l'entrepreneuriat, ça me paraissait être un énorme saut en fait dans le vide. Alors que pourtant ça faisait déjà un moment que je gagnais largement pour, au moins me faire vivre moi, voire même, 1 ou 2 salariés. Donc ça a mis vraiment, 3 ans que je sois prête et c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant que je me suis dit: «De toute façon, c'est plus possible, c'est plus tenable, en fait, physiquement de tenir ce rythme». Donc je me suis dit: «Bah, c'est le moment de t'offrir ta vie», enfin, je pensais que j'allais m'offrir ma vie sur mesure au début, bon, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est ça un peu qui m'a motivée, Effectivement, quand on est entrepreneur, tout le monde nous dit, «C'est bien, tu es libre de faire ce que tu veux, Ouais. de gérer tes horaires et cetera», mais aussi tout l'autre côté que personne ne voit. Pour toi, c'est quoi les points négatifs ou les points noirs, on va dire, d'être associé? Je pense que le négatif, le premier truc, qui est le plus, je trouve, lourd dans l'entrepreneuriat, c'est, le fait que tu ne coupes jamais. Et alors moi, c'est encore pire parce que toutes nos activités dépendent des réseaux sociaux, donc forcément que le week-end, je vais pas plus répondre à personne ou rien publier. Donc après, il y a maintenant, on est organisé et je peux quand même plus déconnecter. Mais n'empêche que je suis toujours même en train de regarder un peu les commentaires, un peu en train de modérer et cetera. Donc ça, tu ne coupes jamais et en fait, toute ta sécurité personnelle, finalement, elle dépend de ce que ton entreprise va faire comme chiffre. Donc même toi, tu as du mal en fait à te déconnecter de ça parce que tu vas toujours regarder, quelle journée tu as fait, est-ce que, telle vidéo a pu permettre de faire des ventes sur tel sujet? Donc, voilà, ça c'est le point, on va dire négatif le plus, important et moi je dirais quand même en deuxième, je dirais qu'il y a la pression des réseaux sociaux. Il y a de plus en plus forcément de concurrence. Les gens sont de plus en plus compétents en fait, sur les réseaux sociaux, hein, enfin voilà et du coup, il y a toujours en fait une espèce de pression de toujours performer, de toujours percer, de faire, sans tomber parce que nous on n'a pas envie de faire du buzz, du putaclic ou voilà, donc en fait, il faut toujours trouver un peu un truc qui va intéresser les gens, mais sans renier tes valeurs et cetera et ça, voilà, tu toujours un peu sur un fil, quoi. Tu travailles avec une équipe, du coup, en interne? Aujourd'hui, on est alors sur l'entreprise des cotons, on est, 9 salariés et 15 couturières qui réalisent toute la production, des créations et on est 2 en com. C'est pas beaucoup de en com avec tout ce que tu fais. Non, c'est pas beaucoup. Après, on a appris à travailler de façon, tellement organisée qu'on est capable, on peut produire, 8 vidéos sur une journée, en fait. Enfin, voilà, c'est des types d'organisation qu'on met en place et en fait, ça se fait. Mais, oui, c'est sûr, on pourrait être plus confortable et C'est quoi le contenu qui fonctionne le mieux? bah, ça dépend des périodes. Alors, il y a eu la période un peu des réels qui a vraiment fait pousser le compte, qui a très, très bien marché. On en publie en gros, on publie un réel par jour et quasiment un carrousel par jour. Ça fait à peu près 2 contenus par jour. Et plutôt le matin, l'après-midi? Plutôt, bah, moi je publie midi et soir, voilà, après c'est suivant les stats, de mon audience. Puis après, bah, en story, on essaye par contre d'être actif, ouais, de mettre plusieurs stories par jour, ouais. Tu as remarqué que c'était quels horaires qui fonctionnaient le mieux? Moi je trouve que c'est le soir. Les vidéos où je sais où je veux vraiment passer un message avec un impact, je vais toujours les passer le soir. Et surtout sur des jours, style le dimanche soir, vendredi soir aussi où les gens sont beaucoup sur leur téléphone. OK. Mais, une vidéo qui est très importante, que j'ai mis beaucoup de temps à monter, je vais pas la passer un samedi midi par exemple. Et en termes de story, tu es dans une, optique qui est plus: «Je parle avec ma communauté»? Alors avant, j'étais beaucoup comme ça. En fait, ce qui est difficile, c'est que, plus le temps passe et plus l'entreprise grossit, plus je suis obligée de sortir de l'opérationnel. Donc avant, c'était quand même moi qui faisais la couture, les commandes et cetera. Donc en fait, c'est de plus en plus difficile que j'intervienne de façon spontanée parce qu'aujourd'hui, finalement, mon rôle, c'est de gérer des entreprises, c'est de gérer des stratégies de communication. C'est plus de faire de la couture, c'est plus de faire des commandes. Donc je suis moins au fait, même si on est tous, dans le bâtiment et que je m'intéresse énormément au poste de chacune, c'est beaucoup moins spontané. Donc ça m'arrive de faire, du face cam, je pense que j'en fais pas assez en fait. Le compte, il devient de moins en moins authentique en story parce que, bah, plus tu grossis, plus c'est difficile en fait de garder ce truc-là. Mais par contre, on essaye vraiment de mettre, des stories sur la vie de l'entreprise, sur ce que les filles elles sont en train de coudre, sur ce qu'on a reçu comme nouveaux produits, enfin voilà, des choses vraiment, enfin là, on a fait un repas d'équipe, tous ensemble ce midi, bah, voilà, on a fait une petite photo tous ensemble, enfin, qui est quand même que les gens continuent de suivre un peu comment ça se passe dans l'entreprise, quoi. Ouais, c'est hyper important de s'attacher à l'humain, mais c'est vrai que là-dessus, tu as 2 écoles. Tu as un peu l'école, pro personal branding, où en fait, ça va être l'image de l'entrepreneur qui va faire que l'entreprise fonctionne. Ouais. Et puis, tu as aussi le sens contraire, des personnes qui souhaitent se détacher de leur propre image pour que leur image ne soit plus totalement associée à l'entreprise et qu'elle tourne toute seule. Ouais, c'est un peu une question qu'on se pose, hein, parce que depuis, j'ai ouvert une deuxième entreprise il y a 1 an, qui dépend aussi de mon image et en fait, ça a ses limites en termes de temps donc petit à petit, je détache. Après, c'est vrai que toute l'entreprise, tout le succès de l'entreprise est basé sur du storytelling, en fait, sur, l'infirmière qui devient chef d'entreprise donc c'est difficile de se détacher de ça. Les gens m'écrivent pour ça aussi
Donc je pense que ça se fera en douceur, mais Et d'un autre sens, c'est tant mieux parce qu'on pourrait se dire que ton produit, on pourrait le trouver chez plein d'autres concurrents, complètement. mais c'est chez toi qu'ils l'achètent parce qu'ils sont attachés à ton histoire personnelle. Et aussi parce que c'est ça, je pense, qui nous a permis en tant que gérant de développer certaines façons de manager, d'en parler et cetera. Et je pense que sans ça, l'entreprise, elle aurait pas le succès qu'elle a aujourd'hui. C'est qu'il y a une énorme, transparence et qu'en fait, la plupart des marques ne le font pas ça. Donc les gens savent chez qui ils achètent, ils savent, qui coûtent leurs créations, enfin voilà, ils savent comment les employés sont traités. Ils sont vraiment attachés à chaque personne, en fait. Ouais, je pense qu'ils sont capables de dire, ouais, qui fait quoi dans l'entreprise et ouais. Et alors, concernant ton propre compte, plus personnel, Ouais. dessus, tu montres tes enfants. Très peu, enfin très peu. Alors déjà, je montre jamais leur visage. Quand on va les voir, de dos. Je raconte jamais leur vie non plus. Si je suis en difficulté, j'ai un de mes enfants qui fait une crise, je vais pas faire une story en disant: «Je me suis tapé une crise d'1 heure», et pourtant c'est tellement commun sur les réseaux sociaux, mais voilà, je raconte pas leur vie, personnelle, je veux surtout pas qu'on puisse identifier, où est-ce qu'ils vont à l'école et cetera. Par contre, voilà, ça m'arrive de passer des messages parce que déjà j'étais puéricultrice avant, donc ça m'intéresse énormément la parentalité. Et parce que je trouve ça important que, les gens, sachent aussi que, bah, on traverse tous, les mêmes, galères en fait et qu'il y a des moments de la vie plus ou moins faciles quand on est parent. Mais je veux pas que ça soit le sujet de mon compte. Je pense que les enfants n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Le but, c'est plutôt de montrer comment est-ce qu'on est capable d'organiser sa vie, parce que je pense que je consacre énormément de temps à mes enfants et sûrement plus que plein de gens qui ont un boulot, plus lambda avec des horaires plus lambda. Mais le but, c'est plutôt, ouais, de montrer comment on peut, en fait, optimiser sa vie pour, aller à l'essentiel, passer plus de temps avec ses enfants et cetera, quoi. Comment tu fais justement parce qu'il y a une sacrée charge de travail? Ça n'a pas été évident, de mener tous les fronts en même temps. Bah, ça a mis plusieurs, années, hein. Enfin, je suis passée par des périodes où je bossais, beaucoup. Par contre, parce que mon le père de mes enfants donc est le co-gérant de l'entreprise des cotons. Il m'a rejoint dans l'aventure, 3 ans après. Nous, notre, limite, ça a toujours été, nos enfants. Donc on a toujours été à 16h30, on a toujours terminé notre, journée. Donc ils ont toujours l'un ou l'autre parent qui est là à 16h30 à la sortie de l'école et si on a du travail, on le reprend à 19h30, 20h quand ils sont couchés. C'est notre, limite. Tous les temps, où on est avec nos enfants, on essaye de pas prendre de téléphone tout simplement. Après, ils savent qu'on a une entreprise sur les réseaux sociaux, donc voilà, ça nous arrive de répondre à un message ou quoi, enfin voilà, on leur explique. Mais par contre, on est guidé par, le temps qu'on doit leur, consacrer tout simplement et on se limite par rapport à ça, quoi. Et tu essaies aussi peut-être de pas leur montrer une image de maman est sur son téléphone, Complètement. qui va leur donner envie justement d'oser. Ouais, bah, ils ont pas d'écran, on n'a pas de télé, on n'a rien du tout. Enfin, pourtant ma fille a 6 ans et demi, donc ça commence à être, plus difficile à tenir. Ouais. Et puis qu'elle sait que sa maman fait des vidéos, en fait, donc forcément qu'il y a un truc un peu, elle peut, prendre un trépied et puis faire comme si elle faisait son truc, enfin voilà, on sent qu'il y a un peu de transmission, donc on essaye quand même de les mettre à l'écart de tout ça. Mais voilà, après c'est pareil, des fois on est invité dans des endroits, tout ça, donc on leur explique que maman va devoir faire des vidéos. Mais si par exemple sur une journée où on est invité quelque part, je fais mes vidéos au début de la journée, ça me prend, 1/2 heure et tout ce qui est après évidemment travail de montage, de retouche et cetera, je le fais plus tard. Mais pour qu'ils aient pas une mère qui soit tout le temps en train de filmer, Ouais. ça c'est pas possible. Comment tu as vu les réseaux sociaux évoluer? On parle beaucoup de changements algorithmiques, notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui se plaignent que sur Instagram, les algos ont tellement changé qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus de visibilité ou du moins, Ouais. c'est difficile d'aller les chercher. Comment tu vois la chose? Alors je pense que c'est vrai. Après c'est quelque chose, duquel je me suis toujours, détachée parce que, les réseaux sociaux, bah, c'est pas la vraie vie et que si on commence à être toujours obsédé un peu par l'algorithme et cetera, bah, en fait tu perds un peu ta personnalité. Je pense qu'à partir du moment où tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux qui te plaît, qui est authentique, je pense que le message va forcément se faire sentir, quel que soit le contenu que tu utilises et cetera. Donc moi j'essaye de me détacher de ça. Alors, c'est peut-être facile parce que pour l'instant ça fonctionne et voilà. Mais il y a plein de fois, on s'est remis en question sur, des contenus et puis il y a aussi le fait qu'il faut complètement évoluer avec son temps. Enfin, au début, il y avait pas de vidéos, c'était que des photos, donc bah, on faisait des photos. Après, il a fallu se mettre au réel, donc voilà, on s'est mis au réel. Après, c'était les carrousels, on s'est mis au carrousel. Enfin, je pense qu'il faut systématiquement remettre, en question son contenu et puis ça suit son cours. Mais moi, par exemple, alors que pourtant on a quand même un gros compte, que le chiffre d'affaires est porté, quasiment que par les réseaux sociaux, je regarde jamais, jamais mes stats, en fait. Ah, jamais. Non, Pas du tout une analyse de mois en mois pour savoir un petit non. peu. Ok. Ça m'arrive de regarder quand même les stats des vidéos, mais je regarde juste le nombre de vues qu'elles ont fait et voilà, en fait, ça s'arrête là. Je me penche pas là-dessus parce que j'ai pas envie
de travailler en me disant: «Ah bah, si je fais une accroche comme ça, qui fait un peu plus débat, ça va fonctionner». Donc après tu tombes un peu dans le truc, où voilà, tu réponds que à une demande, et non, ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, donc j'essaye de me détacher complètement de ça, quoi. Bah, tu vois, nous, en tant que média, on regarde beaucoup ce qui se passe en termes de trend et Ouais. d'algorithmes. Et c'est vrai qu'à côté, on a aussi l'agence de communication. Et du coup, on essaye d'adapter ces trends à ces clients-là, mais effectivement, sans enlever leur côté très personnel. Etc., Et quoi. je Ouais. pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui fait ta force, notamment, Mmh. parce que les influenceuses beauté, il y en a plein. Les Ouais. influenceuses entrepreneurs, il y en a plein. Mmh, mmh mh. Si tu ne te détaches pas par ta personnalité, ton histoire et ta façon de raconter tout ça, en fait, tu tombes simplement dans l'oubli ou alors tu es juste une parmi tant. Bah oui, puis le message, en fait, il perd son sens, quoi, il perd son authenticité, et après c'est difficile, hein, enfin, et je comprends qu'il y ait plein d'entrepreneurs qui soient obsédés par leurs stats et cetera parce que, bah, oui, ça compte énormément dans l'évolution de l'entreprise, mais voilà, je garde quand même en tête que les stats, ça définit pas la valeur de ton travail, ça définit pas une Bien sûr. personne. Je pense que je suis quand même grosse consommatrice des réseaux, forcément. Donc globalement, bah, sans trop m'intéresser aux stats et cetera, tu finis quand même par comprendre, en fait, Oui, c'est clair. les algorithmes, les contenus qui fonctionnent bien, la façon de monter une vidéo, les accroches et machin. Donc en fait, ça se fait assez quand même naturellement, mais peut-être qu'on performera encore plus si on s'intéressait à nos stats, hein. Ça, Mais est-ce je que sais c'est pas. ce qui t'intéresse finalement? Donc, quel est l'intérêt? Non, ouais, non, non. T'es passionné par la création de contenu au final? Ouais, création de contenu, et puis, en fait, je suis surtout passionnée, en fait, par ce que je vends, par ce que je crée, et je pense que ça se ressent au travers, en fait, de la création de contenu. C'est que je ne vais parler, d'ailleurs, aujourd'hui, on a, je sais pas combien on a de références, enfin des centaines et des centaines. Notre gros du chiffre d'affaires, ça se trouve, c'est peut-être, 30 produits, parce que c'est 30 produits que je vais utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui font partie vraiment de mon quotidien, et en fait, bah, vu que j'en parle, tout le temps et que je pense que j'en parle avec sincérité, c'est ça qui fait le gros du chiffre d'affaires. Je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est de pas vendre un produit pour vendre un produit, en fait. Donc, t'es totalement désalignée de la clean girl, entre guillemets, donc cette femme parfaite, que les bons côtés sur les réseaux sociaux, qui cuisine en belge, qui fait tout en belge et qui Mmh. n'a jamais une tâche sur ses outfits. Malgré tout, on est tellement matrixé en fait par les réseaux sociaux que, bah, moi aussi j'ai envie enfin il y a plein de fois en fait j'ai envie bah, parfaite comme ça et cetera, mais en fait, c'est impossible à tenir, et que c'est pas l'essentiel non plus, quoi. Puis au final, Voilà. c'est vraiment toi. Ah non, non, complètement. Ouais, non, non, et que je préfère, être alignée en fait, par exemple, on a quand même longtemps montré que ce qui «allait» entre guillemets, et ce qui fait qu'on m'a énormément renvoyé, que tout avait l'air, si facile, que ouais, que tout me réussit, et que C'est parce que de la jalousie. jalousie, je sais pas, parce qu'il y a des gens, enfin moi, globalement, on a quand même une communauté assez bienveillante, on a très peu de haters et tout, mais plutôt en mode: «Mais comment tu fais, en gros, pour que tout soit si facile?» Et en fait, je me suis dit: «Mais les gens, ils ont aucune idée de ma réalité, en fait». J'ai fini par arrêter, en fait, ce personnage, même si bon, je voulais pas mentir, mais parce qu'en fait, je me sentais de moins en moins alignée, quoi. Et je pense que c'est quand d'ailleurs j'ai basculé un peu dans ce truc plus sincère, que ça a renforcé un peu, bah, tout ce qui est personal branding et cetera, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment de la vérité, enfin, je veux dire, l'authenticité, et c'est très important, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, t'avais décidé de ne pas leur montrer les mauvais côtés. Et puis, ils étaient partis du principe que tout se passait toujours bien. Ouais. Alors, parfois, t'es en train de répondre à des commentaires et peut-être pleurer en même temps parce que la Ah bah journée complètement. est chaotique. Ouais. Et que même moi, en fait, je me convainquais de ce truc-là, je me disais que j'avais une entreprise qui performait sur les réseaux, qu'aujourd'hui c'est une énorme chance parce qu'il y a tellement de gens qui essayent de se lancer et qui n'y arrivent pas, malgré tous les efforts qu'ils font, et du coup, même moi, je me disais: «Mais en fait, tu une vie de rêve, c'est génial, en fait, l'entrepreneuriat, il y a aucun», je me disais: «Tu bosses 60 heures, mais tu adores ce que tu fais, donc 60 heures, c'est», et en fait, même moi, je pense que j'étais dans ce truc-là, et quand j'ai commencé à me rendre compte, en fait, de ma réalité, de l'épuisement, de plein de choses, où là, je me suis dit: «Bah, non, en fait, faut que je dise, réellement, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, en fait». C'est tellement de, ouais, de sacrifices, de remise en question, que les gens comprennent que, bah, même ceux qui réussissent, on passe tous par des périodes un peu galères, quoi. Mais est-ce que t'as pas été matrixée par la girl boss qu'on a vu Si. partout sur elle? Ouais, si, si, complètement, et j'ai cru en plus Tu aimais ça? ouais, que j'aimais ça, que je l'étais aussi un peu, parce qu'en plus on me disait ça, on me disait: «La girl boss», enfin voilà, c'était tout de suite le terme qui revenait, mais en fait, non, bah, non. En fait, la girl boss, elle prône la liberté. Ouais. Et quand t'es une girl boss, t'es pas libre du tout. Parce que Non. t'as tellement de responsabilités que ça t'étouffe. Et donc, toujours devoir envoyer une image hyper clean, hyper Mmh. saine,
Bah, c'est ultra malsain. Ouais, puis t'es obsédé par ça, après t'es pas aligné, c'est très difficile en fait comme rôle à tenir quoi. Et que ça tient pas sur le long terme et que je pense aussi alors après ça dépend la vie de chacun. Tu peux être, une bonne maman, une bonne, manager, enfin, tu peux pas tout faire de toute façon, enfin je veux dire, il y a un moment, t'es obligé de lâcher sur des trucs donc c'est la vie quoi. C'est quel réseau qui performe le plus pour toi? Instagram, TikTok, LinkedIn? Alors ça dépend des périodes, mais en gros, principalement Instagram qui nous ramène, le plus de trafic. Mais on a eu une longue période où c'était TikTok, ouais. OK. Ouais. Et ça s'est inversé? Ouais. Au tout début, c'était Instagram. Après, dès qu'on s'est mis aux vidéos, ça a été TikTok. On est monté très très vite. Et après, je trouve que TikTok a un peu changé. Peut-être que j'ai eu du mal à me faire au nouveau code, etc. Bon, ça nous rapporte quand même du trafic, hein. Mais on est repassé, je pense, plus haut sur Instagram, ouais. C'est quoi ta stratégie sur Instagram? Donc tu nous as dit un reel et un Ouais. carousel d'un jour. Tu fais des stories en plus de tout ça. Ouais. Tu prévois, tout ton contenu une semaine à l'avance? Ouais, même un peu plus. En gros, les stories, elles sont prévues 2, 3 semaines en avance. Plus, on essaye tous les jours de poster du contenu quand même spontané, pour garder un peu ce truc-là. Et tout ce qui est post plus formel, les réels, les carousels, etc., j'essaye d'avoir une semaine, 10 jours d'avance. On essaye aussi de faire des lives de temps en temps. OK, ça Ouais. fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est juste que bah, ça te prend 2 ou 3 heures, que ça dépend de moi forcément, donc il faut que je me libère une demi-journée en gros pour animer le live. Mais ouais, je trouve que ça fonctionne très bien et aussi un truc qui a poussé notre compte, je pense, c'est qu'on s'associe à beaucoup de marques, donc on fait énormément de concours et alors c'est une stratégie qui peut être un peu, pas critiquée, mais peut-être, enfin voilà, que tous les comptes Instagram ne sont pas fans, mais nous, ça a vraiment, fait pousser le truc, je pense, ouais. Et puis si ça fonctionne? Ouais. Bah, oui, je pense que ça dépend des communautés et cetera. Après, on choisit bien les marques avec qui on bosse et cetera. Mais ça a vraiment aidé, je pense, ouais. C'est quoi la moyenne d'âge de ta communauté? C'est 25-40 en gros. OK. Ouais, enfin 25-35 le gros et voilà. Sur Instagram, hein. Clairement, le persona, c'est la maman de 30-35 ans, qui achète pour sa famille, quoi. Peut-être bientôt une boutique dans Rennes? Bah, on nous demande, tout le temps. Alors, on fait des portes ouvertes 2 fois par an. Là, on en fait une fin novembre, au Black Friday. Mais en fait, de la même façon que, voilà, qu'on essaye de passer un message très fort sur le management, enfin, c'est vraiment très important pour nous que la vie personnelle, notre vie personnelle à Yoann et moi et la vie personnelle de nos employés ne soit jamais, moins importante que leur travail. Et de la même façon, on n'a pas envie de demander aux filles d'avoir des horaires. Aujourd'hui, nos employés, ils choisissent leurs jours de travail, leurs horaires. Donc il y en a qui sont à 4 jours, il y en a qui arrivent à 10 heures, qui repartent à 15 heures et qui bossent leurs autres heures à une autre période, qui font du télétravail, qui machin. Chacun module, de la même façon que nous, on s'autorise à moduler notre vie, on leur laisse la même chose. Alors des fois, on a évidemment des événements où tout le monde doit être là, mais ça reste à la marge. Et du coup, de la même façon, on ne veut pas leur imposer ça, donc on n'ouvrira jamais, en fait, je pense. Et qu'aujourd'hui, j'ai quand même un doute, si c'est quelque chose qui fonctionnerait sur une boutique physique. On le voit dans les vidéos, mais il y a déjà, on a le concept qu'on a, c'est qu'on propose enfin, en grosse partie, des alternatives lavables qui sont déclinées peut-être entre 50 et 80 motifs. Ce qui est impossible, en fait, à reproduire dans une boutique. Il faudrait qu'on loue un espace, énorme et du coup, bah, c'est-à-dire qu'on mettrait qu'un échantillon de nos trucs et puis tout le reste serait sur le site, enfin voilà et je pense que ça dénaturerait un peu le concept où les gens viennent pour ça. Par contre, quand il y a des portes ouvertes, enfin on l'a fait encore au mois de mai, il y a eu 1 500 personnes qui sont venues, enfin c'était, démentiel, donc je pense qu'on sera plus sur des choses comme ça, où on est content en plus de voir les gens en vrai, ils sont contents aussi de nous rencontrer. Pour revenir sur l'organisation, parce que tu dis quelque chose qui est très important, donc tu modules tes horaires comme tu Mmh. peux, tes emplois aussi, mais ça c'est top. Toi, comment tu organises tes journées? Alors comment j'organise mes journées? Alors déjà, je bosse beaucoup moins qu'avant, hein. J'ai vraiment maintenant, délégué une grosse partie de toutes les tâches que je pouvais en gros pour, baisser mon rythme de travail. Donc une journée typique, en gros, je la commence à 7h30 à peu près. Je fais du sport d'abord. Il faut les trucs que je fais, comme ça je sais que c'est fait et voilà, c'est 1 heure de moins où je bosse aussi et ensuite, j'arrive, je traite, tout ce qui est mail, DM et cetera, parce que c'est encore moi qui réponds à chaque personne, alors pas les emails de SAV et tout ça, mais tout ce qui est messages sur Instagram, c'est moi qui lis tous les messages, qui répond à chaque message. Je pense le déléguer prochainement, mais voilà, pour l'instant je garde. Ensuite, souvent le matin, je crée du contenu et l'après-midi, je vais faire, tout ce qui est, plutôt de la gestion, en fait. Alors soit de la gestion de stratégie digitale, je vais réfléchir à ce qui on va être proposé comme, opération commerciale, comme concours, comme, voilà. Soit de la gestion d'entreprise, donc des trucs un peu moins fun, mais de l'administratif, de faire des commandes fournisseurs et cetera. Enfin voilà, vraiment, La période de Noël, j'imagine qu'elle est assez, ouais. lourde. Ouais. C'est notre, bah, plus gros chiffre d'affaires, c'est fin novembre-décembre, c'est le plus gros chiffre d'affaires de l'année. Mais maintenant, on la prépare quand même suffisamment en amont, donc en fait, ça se fait quand même, ouais.
Et si tu devais donner un conseil justement aux boutiques, aux petits entrepreneurs qui nous regardent et qui là vont commencer à préparer cette période, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je dirais de vraiment anticiper les choses. 80 des entreprises qui font du e-commerce dépendent de cette période-là, donc c'est vraiment très, très important et si on veut pas la vivre de manière épuisante, parce qu'en fait, on croit qu'en janvier ça s'arrête, mais ça s'arrête pas tant que ça, parce qu'il y a les soldes, parce qu'il y a machin, parce que les gens vont recevoir de l'argent à Noël qu'ils vont dépenser, et si on veut la vivre de manière en fait, heureuse, sans péter un câble, on va dire et sans s'épuiser, de vraiment, l'anticiper. Enfin, nous, je sais que Noël, on le prépare, dès l'été, en fait, donc enfin, là, les jeux sont déjà faits, en fait, au niveau production, au niveau même, contenu, on sait très bien ce qu'on va proposer. On fait un calendrier de l'avent, on a déjà toutes les marques, de fixées, on a déjà commencé à tourner des contenus du mois de décembre, enfin, donc voilà, de vraiment toujours anticiper, 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 quoi. Et si tu devais donner un conseil maintenant à une jeune femme qui souhaite se lancer sur les réseaux sociaux en 2025, chose qui n'est pas facile, Ouais, qu'est-ce que complètement. tu lui dirais? C'est pas donné à tout le monde, mais à la fois tout le monde peut le faire. Je pense que, la réussite sur les réseaux sociaux et je l'ai compris avec, les années, c'est, une question de savoir sortir de sa zone de confort, en fait. C'est exactement ça. C'est plus, tu vas faire un pas en dehors de ta zone de confort, plus tu vas apprendre, plus tu vas acquérir de la légitimité et cetera et plus, en fait, ça va se voir à travers les choses que tu proposes, à travers les messages que tu essayes de porter. Donc voilà, de constamment essayer de sortir de sa zone de confort, même si c'est difficile, même si, parfois ça fait un peu mal. Mais c'est en plus, c'est quelque chose les compétences qui sont apprises, compétences, mentales, émotionnelles, c'est des choses qu'après tu peux transposer dans tous les domaines de ta vie et voilà, et je trouve que c'est ça qui est le plus important, quoi. Et juste pour préciser, qu'est-ce que tu appelles sortir de sa zone de confort? C'est faire des contenus différents. Faire des contenus différents, en fait, la plupart des gens, ils me disent: «Mais comment tu as osé pour sortir du regard des autres, de toutes ces choses-là?» et en fait, je dis toujours: «Mais le regard des autres, je l'ai encore». Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé les réseaux, bah, j'osais même pas mettre ma voix, donc il a fallu mettre ma voix. Après, il a fallu montrer mon visage, il a fallu faire des vidéos, des trends où on danse et machin. Après, quand je me suis lancée dans la mode, il a fallu se prendre en photo dans la rue comme ça devant tout le monde, à taper la pose et cetera. Donc en fait, il y a constamment des choses. Alors après, je dis quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est, il faut pas faire des choses qu'on n'accepte pas. Il faut faire les choses, qu'on se retient de faire, qu'on aimerait faire, mais qu'on se retient de faire. C'est voilà, c'est ce qui est le plus important. Quand on me demande d'intervenir, je sais pas, pour une masterclass, pour un truc, évidemment que, je suis pas à l'aise, c'est comme tout le monde, mais en fait, toujours des étapes que tu passes petit à petit et soit tu y vas et tu acquiers, des choses que tu garderas après toujours en toi, soit tu te freines et puis tu resteras toujours dans ton truc un peu, dans le regret, quoi.